Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence de presse annuelle sur les résultats 2020 de la filière ameublement. Alors d'habitude, on a le plaisir de vous accueillir autour d'un petit déjeuner. Aujourd'hui, on s'est invité chez vous ou dans vos bureaux, mais on est ravis de vous retrouver. Je suis Cathy Dufour, déléguée générale de l'ameublement français, et je suis avec Jean-Charles Voglet, secrétaire général de la FNAEM pour la partie distribution. On va être ensemble aujourd'hui pour 1 heure pour partager avec vous les chiffres de l'année 2020. Et puis, on va également faire un focus sur la façon dont la filière s'est digitalisée de façon accélérée lors de cette année 2020. Et on aura le temps ensuite de prendre certaines de vos questions pendant ce temps de conférence de presse. Et vous pourrez poser vos questions via le module chat ou en levant la main, ce qui nous permettra de vous donner la parole. Alors, pour commencer, je vais passer la parole à nos deux présidents, Patrick Prigent et Philippe Moreau, pour peut-être un petit mot d'introduction sur cette année 2020 qui a été quand même très, très particulière. Patrick, premières impressions? Oui, bonjour. Comme chaque année, nous nous retrouvons pour ce point habituel sur l'activité de l'année écoulée et les tendances du marché. Habituel encore que, pas habituel déjà pour ma part, puisque c'est ma première intervention depuis que je suis président de la Fédération nationale de l'ameublement. Inhabituel aussi par le format, ce format à distance, encore que je crois nous avons désormais pris l'habitude de ces rendez-vous à distance. Et enfin inhabituel parce que nous ne soupçonnions pas qu'une crise sanitaire pouvait emporter autant de conséquences, tant sur le plan de notre vie privée que sur le plan de notre activité. Des résultats de l'année 2020, nous pouvons dire que le score est négatif, mais honorable, nous y reviendrons, malgré 3 mois de fermeture. Les Français ont pris conscience de l'importance de leur intérieur. Je dirais qu'ils ont pu souvent mesurer leur inconfort. Grâce à l'accélération de la digitalisation, la fréquentation accrue de nos magasins entre les périodes de confinement, on a pu amortir les effets de cette crise. Pour l'année qui commence, bien évidemment, le plus difficile à prévoir, dit-on, c'est l'avenir. Nos perspectives sont liées à la crise sanitaire et aussi aux mesures gouvernementales présentes et à venir. À l'heure où nous parlons, une soixantaine de magasins, ça représente à peu près 10 000 salariés, sont impactés par les mesures de fermeture totale ou partielle de leur activité, sans que nous sachions encore le terme de cette mesure, ni même l'éventuelle extension à de nouveaux territoires. À ce sujet d'ailleurs, et s'il faut reconnaître et saluer l'importance des mesures de soutien aux entreprises, ces mesures de fermeture nous touchent d'une façon un peu préjudiciable. C'est-à-dire que d'abord, nos magasins sont la plupart du temps des magasins isolés. Ils ne sont pas dans des galeries marchandes. Ensuite, ces magasins, pardon. Ensuite, ces magasins sont grands, c'est vrai, mais leur surface n'est pas tant liée à la fréquentation qu'aux produits que nous exposons et qui nécessitent beaucoup d'espace. Enfin, et c'est sans doute le plus préjudiciable, on a comptabilisé pour ces seuils de 5 000, 10 000 ou 20 000 mètres carrés les surfaces de stockage qui pourtant sont interdites au public. Et nous avons, vous le savez, pour notre activité, des surfaces de stockage extrêmement importantes. Voilà en 2 mots la présentation de l'année qui s'écoule et de la situation actuelle. Merci Patrick. Philippe, un mot d'introduction sur cette année 2020 pour la fabrication d'ameublement? Bonjour à tous. Et donc, avec Patrick, très heureux. Donc, Philippe Moreau, président de l'ameublement français, donc représentant des fabricants. Avec Patrick, nous sommes donc effectivement très heureux de vous réunir, même si c'est à distance comme ceci aujourd'hui, pour revenir sur ce que nous avons vécu en 2020 et ce qui a fait notre année 2020 et nos perspectives aujourd'hui. Début mars, nous sommes bientôt à 1 an
de cette période si particulière, de ce qui nous est tombé dessus autour de la mi-mars l'an dernier, que nous n'imaginions pas et qui s'est d'abord traduit par un moment de sidération. Et moi, je crois que je me rappellerai toute ma vie des premiers échanges, un samedi, un dimanche, et puis tous les jours, de 7 h le matin jusqu'à 23 h avec les confrères fabricants. Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'en es où? Comment ça se passe? Et bien entendu, avec nos partenaires, les distributeurs, donc des échanges avec Patrick, avec la FNAM en général, avec les différentes enseignes, les différents distributeurs, de façon à ensemble essayer d'imaginer comment nous pouvions réagir face à des circonstances auxquelles, au fond, nous n'étions pas préparés, parce que pour la première fois de notre existence, cela nous arrivait. Donc, sans revenir sur le détail des épisodes, parce qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes, et il continue à y avoir des circonstances particulières aujourd'hui, après une première période de fermeture pendant le premier confinement, nous avons connu un rebond qui n'a cessé de nous surprendre. Avec, encore une fois, dans ce partage, même s'il était au téléphone ou à distance en visio avec les confrères, une période où nous avons dû mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard pris pendant la période de fermeture, et en nous disant ça va être juin, juillet, août, et jusqu'à fin août, et il va falloir beaucoup travailler, on va peut-être supprimer une semaine de congé ou travailler un peu les samedis, etc. Et puis fin août, force est de constater que ça allait se prolonger au moins jusqu'à fin octobre, puis fin décembre. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la plupart des fabricants de mobilier domestique connaissent toujours une activité soutenue, donc après un rebond très très fort qui continue de se poursuivre, et avec des tensions particulières, même aujourd'hui, sur les approvisionnements de matières premières, où parfois les délais s'allongent très fort. Et alors jusque-là, on a évité la pénurie, mais ça nécessite, cette période si particulière, nécessite une gestion tout à fait spécifique. Donc, nous allons revenir maintenant en détail sur en commençant par les chiffres du marché. Oui, les résultats 2020, puisque Patrick et Philippe vous en ont donné quelques aperçus. Mais on va rentrer dans le détail de ces chiffres et j'ai le plaisir de vous présenter un nouvel interlocuteur pour vous. Il s'agit de Gwenaël Sévenot, qui est le nouveau président de l'IPEA, et j'ai le plaisir de lui passer la parole pour vous présenter en binôme, vous le verrez, les résultats 2020. Oui, bonjour à tous. Gwenaël Sévenot, donc nouveau président de l'IPEA, que je connais bien parce que nous avons souvent travaillé déjà dans ma précédente fonction avec Christophe Gazel. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer les résultats de la filière ameublement domestique pour l'année 2020. Donc, comme l'ont indiqué mes deux prédécesseurs, on a vécu une année, on va dire, particulière. Mais le recul a été toutefois maîtrisé puisqu'il s'établit à moins 4,8 avec 3 mois de fermeture, comme vous l'avez signalé. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que cette période si particulière a plutôt réveillé notre marché. Et si on a remarqué que la saisonnalité n'avait plus d'importance, certains mois ont parfois dépassé des chiffres que l'on n'avait jamais connus jusque-là. Entre autres, le mois de juin et le mois de décembre ont connu des performances au-delà de 40%, ce qui est extrêmement flatteur pour notre marché. On a un marché qui s'est établi, si on parle chiffres, à 12 milliards 730 millions pour le marché du mobilier domestique. Et ce côté hiératique, effectivement, que l'on a connu avec des hausses jamais connues parfois sur certains mois, a amené la filière ameublement à réagir et à réfléchir à la manière d'aborder effectivement cette nouvelle dynamique. Alors, cette nouvelle dynamique qui s'est créée en 2020, les Français ont surtout redécouvert leur intérieur en restant chez eux, ce qui aurait pu être perçu comme une privation s'est transformé pour le marché de l'ameublement en une tendance de fond
et un arbitrage budgétaire favorable, bien entendu, à la maison, jusqu'à en faire peut-être un produit essentiel aujourd'hui. Alors, face à cette nouvelle donne, la distribution a dû faire preuve d'agilité, tout en jouant sur, bien entendu, la proximité. Pour répondre aux nouvelles préoccupations des Français pour leur habitat, des projets de réaménagement se sont nés, les achats de meubles se sont développés, la décoration a connu un nouvel essor pour rendre, bien entendu, l'intérieur des Français plus confortable et peut-être également plus déco, en jouant plus sur l'émotion. Autre constat important de cette année, c'est l'envie d'améliorer l'intérieur avec la volonté d'une montée en gamme que l'on a perçue effectivement au travers des différentes études. On est moins dans un équipement habituel de la maison, on est plus dans du renouvellement associé au plaisir. Ce phénomène d'ensemble aujourd'hui est bien ancré et permet de percevoir, bien entendu, des mois futurs qui resteront sur la tendance actuelle, qui reste, si on anticipe sur des mois de janvier, de mois de février de cette année, qui sont également excellents. Cette tendance, effectivement, a également été confortée par l'augmentation du budget moyen consacré à l'habitat. Voilà ce que l'on peut dire effectivement de cette année si particulière. On va rentrer maintenant dans les chiffres du marché. Alors, comme je vous l'ai précisé, effectivement, on a un marché qui s'établit à 12 milliards 700 millions d'euros, qui est une petite régression de 4,8%, et je le répète, avec 3 mois d'inactivité. Les familles de produits que l'on analyse au sein de l'IPEA ont démontré effectivement que certains produits ont moins perçu la baisse que d'autres. Toutefois, le meublant, qui reste le marché le plus important, aux alentours de 34%, à lui subit une régression de 6,3%. La cuisine, qui reste un des secteurs les plus importants, avec 27,5% de part de marché, a eu une baisse de 2,9%. Le fauteuil et le canapé, qui représentent 17% en structure de marché, ont subi une baisse de 5,3%. La literie, une fois n'est pas coutume, a subi une baisse de 7,6%, mais représente encore 12,9% du marché, mais qui est plus lié à des problèmes d'approvisionnement qu'on abordera plus loin dans l'exposé. Le meuble de jardin, qui reste un petit marché, a lui connu un fort développement, à plus 4,2%, et qui reste le seul secteur positif pour l'année. Le meuble de salle de bain, lui, a connu une petite régression à 3,7%. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce marché a dû subir également des contraintes à la fois d'approvisionnement que nous avons connues au travers effectivement de soucis techniques sur les approproduits. Mais l'année aurait pu être plus belle si effectivement nous n'avions pas connu ces problèmes d'approvisionnement. Je vais passer la parole au directeur de l'IPEA, Christophe Gazel, qui va nous commenter effectivement l'évolution de chacun des secteurs et ensuite, bien entendu, des différents circuits de distribution. Christophe. Merci Guénaël. Bonjour à toutes et à tous. Donc sur cette évolution, comme vous le présentez Guénaël, un des points importants, c'est le maintien du marché avec un engouement des consommateurs pour notre secteur d'activité.
Le jardin arrive en tête, hein, avec, comme le disait Guénaël, plus de 4% de croissance. Les Français ont rêvé d'extérieur, que ce soit un jardin, que ce soit une terrasse, que ce soit un balcon. Il y avait réellement une volonté d'aménager une partie extérieure. Et on voit que dans les collections 2021, les distributeurs ont très vite réagi, puisque beaucoup de distributeurs proposent déjà des ambiances extérieures pour mettre à l'intérieur. Donc cette tendance indoor-outdoor s'accélère avec ce rêve d'espace extérieur. Ensuite, le deuxième segment, la cuisine. La cuisine a toujours dopé le marché du meuble. À la sortie du premier confinement, les cuisinistes et la grande distribution et les grandes surfaces de bricolage ont été fortement accaparés par un consommateur qui rêvait de réorganiser sa cuisine. Faire 3 repas chez soi tous les jours, eh bien, ça demande à s'organiser. Et donc, les Français ont souhaité réaménager leur cuisine, autant en fonction que en tant qu'esthétique. Et du coup, on a vraiment un boom sur ce marché de la cuisine et ça va perdurer. On le voit dans les carnets de commandes des différents fabricants de cuisine. Sur la partie, un des segments qu'on connaît et qui est leader depuis des années sur le marché, qui est la literie. La literie, il y a eu un appel d'air important de la part du consommateur pour une question de confort, mais il est vrai qu'il y a eu quelques soucis de réactivité de l'outil industriel parce que la demande a été très forte et que la literie, c'est une industrie de main-d'œuvre et que du coup, on ne peut pas mobiliser 4 fois plus de personnel dans une usine. Il faut aussi des composants. Donc, on voit bien que le trend de la literie est parti, que certains acteurs ont eu très, très beau succès. Et donc là, il y a cette dynamique de confort qui va perdurer sur l'ensemble de notre marché, que je sois spécialiste ou que je sois généraliste dans la literie. Ensuite, le meublant, eh bien, le meublant, les Français ont fait de la place, la volonté de ranger, réorganiser son intérieur. Et là, on a une réelle montée en gamme avec une volonté de sur-mesure, d'agencement. On a tous entendu parler de télétravail et du coup, le consommateur veut réorganiser son intérieur. On a vu les succès démentiels des ventes d'occasion sur le Bon Coin. Et la maison, vous savez, c'est un effet parc, c'est-à-dire je déstocke et je restocke. Les Français ont énormément déstocké des meubles anciens. Et du coup, ils ont besoin de réorganiser leur intérieur, quelle que soit la pièce. Et c'est excellent pour l'avenir de notre marché. Les banquettes, canapés et fauteuils, eh bien, on a une légère baisse, mais les scores ont été aussi excellents parce que c'est une notion de confort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Français se sont énormément agités chez eux. Et le fait qu'ils s'agitent à vouloir faire du yoga, du sport, du flash dance, etc. sur leur écran, eh bien, ils ont dégagé, mais vraiment dégagé la table basse pour faire de la place. Et le premier meuble télé est devenu le canapé. Et ce canapé, que ce soit pour Netflix ou pour d'autres choses, eh bien, il a pris de l'importance et il se reconfigure. D'un canapé d'angle, on est passé à un 3 places, plus un 2 places, plus un fauteuil. Donc, il y a vraiment une dynamique très forte dans ce séjour et dans le réaménagement de cette pièce. Sur le meublant, Guénaël, tu as peut-être quelque chose à dire puisque toi, tu diriges un réseau de multispécialistes avec plus de 270 magasins et donc tu as bien dû voir cette évolution majeure du meublant sur cette montée en gamme. Oui, on l'a observé effectivement et je pense que sur cette famille, on a bien tiré notre épingle de jeu avec une approche un peu différente liée à une nouvelle compréhension des besoins du consommateur, comme tu l'as indiqué, et en apportant des solutions plus sophistiquées peut-être en offre aux consommateurs, en utilisant bien entendu le sur-mesure et les outils adaptés effectivement à la vente du sur-mesure et en apportant également une convergence entre le style et la fonction, ce qui est important. Parce que bon, au sein de nos magasins, on développe différents styles de produits, différentes qui vont du design à l'indus, avec une forte demande aujourd'hui. Et on a intégré effectivement la fonction dans le meuble, on va dire, tendance d'aujourd'hui. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire, je pense, tout en favorisant. Tout ceci a bien entendu favorisé la montée en gamme, effectivement, liée à la prise en compte, bien entendu, du consommateur et la prise en charge du consommateur par des vendeurs conseils qui ont enfin rempli leur rôle de conseil et non uniquement de vendeur. Merci Guénaël. Côté distribution, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Eh bien,
on a deux phénomènes majeurs. Un premier phénomène qui est extrêmement important, c'est bien entendu le boom du e-commerce. On a un e-commerce qui a progressé de 6,5%. Et en e-commerce, on parle uniquement des pure players, puisque le plus gros de la progression des ventes à distance, c'est le fait de la vente à distance de la distribution physique, des magasins qui se sont mis au click and collect, qui se sont mis aux livraisons. Et donc ça a été une révolution et les présidents de la FNEM et de l'ameublement français pourront en parler sur cette digitalisation accélérée de notre secteur, comme dans d'autres secteurs. Ce que l'on voit, ce qu'il faut voir, c'est les écarts. C'est-à-dire que quand le marché est à moins 4,8, le e-commerce est à plus 6,5. Donc l'écart est très important sur cette performance. Et puis, l'écart entre le e-commerce et la grande distribution d'ameublement, puisque la grande distribution ameublement est à moins 10, alors que le e-commerce est à 6,5. Donc, vous avez plus de 16 points d'écart de performance. Donc, il y a réellement une réorganisation de la distribution de notre secteur avec une année extrêmement particulière. Et sur ces évolutions, on va noter le très bon maintien des spécialistes qui ont réellement accueilli le consommateur et qui l'ont accompagné dans son projet, que je sois spécialiste salon, spécialiste literie, spécialiste cuisine, spécialiste placard, puisque très forte volonté de réaménager son placard, soit pour une notion de dressing, soit pour un espace de télétravail ou ranger, par exemple, les jeux de société, une très forte demande aussi des Français en cette période. On voit l'évolution positive des grandes surfaces de bricolage qui sont maintenant des acteurs dans le paysage de l'aménagement de la maison et de plus en plus, puisqu'elles progressent de plus de 2% cette année avec des solutions de rangement. Et donc, il faut noter tout de même que les grandes surfaces de bricolage ont bénéficié de quelques semaines d'ouverture supplémentaire par rapport aux magasins de meubles, puisque début novembre, elles sont restées ouvertes. Et puis, fin novembre, elles ont fini par fermer, puisqu'elles vendaient des produits concurrents des chaînes d'ameublement. Et la distribution milieu haut de gamme, donc les multispécialistes, ont très bien tiré leur épingle du jeu avec une dynamique très forte, c'est-à-dire que nous n'avions pas en 2020 de consommateurs touristes, on avait des consommateurs acheteurs qui avaient des projets. Et du coup, quand ils sont rendus en magasin, eh bien, c'était réellement pour acheter. Donc, sur ce métier de multispécialiste, puisque c'est ton métier, Guédaël, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette année 2020 ? Je pense qu'on a profité également de cette embellie. Ce que l'on peut dire, c'est que sur des formats peut-être plus réduits, mais qui facilitent bien entendu l'échange et le conseil avec le consommateur, on a bien tiré profit effectivement de cette tendance. Autre point important, c'est la proximité qui reste bien entendu la carte maîtresse, surtout avec un discours très actuel aujourd'hui autour de l'acheter français, mais il y a également le consommer proche de chez soi qui nous a permis également de bien vivre cette période. Et puis, tout ceci a facilité, bien entendu, la montée en gamme par des solutions apportées tant au niveau du confort et du sur-mesure, tout ceci pour plutôt le canapé en général, que de la variété de l'offre qui est extrêmement importante sur des réseaux tels que les nôtres et où l'on va d'une proposition qui va du design à l'indus. Merci beaucoup, Guédaël. Donc, ce que je propose, c'est de faire un petit point sur l'évolution de l'immobilier parce que, comme on le sait, le marché de l'ameublement est historiquement tiré par la dynamique de l'immobilier. Le premier point qu'il faut retenir, c'est le fait que on a été coincé chez nous, donc il y a énormément de déménagements qui ont été reportés. Du coup, quand on sait qu'un tiers des achats de meubles d'une manière historique est lié à un déménagement, eh bien l'an dernier, il n'y avait que 20% des achats de meubles liés à un emménagement ou un déménagement. Ça veut dire que les Français, en restant chez eux, ont décidé de changer de mobilier et du coup, ce qu'expliquait Guénaël, on a réellement une dynamique de renouvellement du mobilier avec une montée en gamme. Sur la dynamique de l'immobilier, les mises en chantier à fin janvier 2020 sur 12 mois sont en baisse de 11%. Les permis de construire aussi à fin janvier sont en baisse de 16%.
Donc, ce n'est pas réellement la dynamique de l'immobilier neuf qui va tirer le marché et qui a tiré le marché. C'est plus la dynamique dans l'ancien, puisque les chiffres des notaires de France montrent qu'on est sur une tendance à fin décembre de moins 4% sur les transactions immobilières dans l'ancien. Et nous avions déjà vu en 2018 et 2019 que cette dynamique de l'immobilier ancien était très favorable au secteur de l'ameublement. Il y a une dynamique aussi dont il faut parler et qui n'est pas, comment dire, anecdotique. C'est cette spécificité française des résidences secondaires, puisque nous avons 2 millions de résidences secondaires en France et qu'avec le télétravail, une grande partie des Français sont allés s'installer dans la résidence secondaire et ils ont trouvé qu'elle était mal adaptée à un séjour plus long, à une cuisine équipée pour vivre avec toute la famille, mais plus que 3 semaines dans l'année, ou à une literie plus confortable plus que 15 jours dans l'année. Et du coup, on a et on va connaître un rééquipement réel des résidences secondaires. Et je pense que dans des magasins de proximité comme les tiens, Guénaël, ça peut avoir un impact très fort. Oui, l'impact évidemment de ce confinement qui a largement favorisé effectivement une prise de conscience de l'insuffisance au niveau mobilier, au niveau confort des résidences secondaires est important. On va passer sur la résidence secondaire et on s'en aperçoit bien puisque bon, avec des réseaux de proximité, on en a profité largement. On va passer à un équipement où le confort va devenir important, puisque comme tu le dis, ils vont y vivre plus longtemps, mais il va s'y rajouter le plaisir. Et le plaisir, c'est également une partie d'émotion et qui va permettre de monter, bien entendu, encore une fois, le panier moyen. Et aujourd'hui, le plaisir de chacun, effectivement, dans sa résidence secondaire, ça va être d'équiper sa maison de campagne, son chalet à la montagne ou sa résidence de bord de mer dans un style de vie qui va correspondre bien entendu aux effets actuels où on va y vivre plus longtemps, mais également d'y apporter effectivement une touche un peu conceptuelle autour de l'endroit où l'on va vivre. Merci Guénaël et merci Christophe pour cet éclairage sur les résultats 2020. Alors c'est vrai que cette année 2020, qui a été particulière, a aussi été une opportunité pour la filière ameublement d'accélérer sa digitalisation. Et on avait envie de partager ça avec vous aujourd'hui avant de faire un point sur les questions que vous pouvez avoir. Patrick, quelques éclairages sur cette digitalisation. Effectivement, c'est le grand phénomène de cette année 2020, c'est l'accélération de la digitalisation. Au départ, la fermeture des magasins, la suppression des foires, les salons professionnels annulés les uns après les autres ont forcé tant les distributeurs que les fabricants à repenser, à faire preuve de créativité dans la relation et de mettre en avant la relation multicanale avec les consommateurs. Que l'on ne s'y trompe pas, ça n'est pas une solution à un problème, c'est vraiment un mouvement de fond, tant les services ont évolué et tant la valeur apportée aux clients, la valeur ajoutée apportée aux clients a fait impact. C'est vraiment un mouvement de fond qui se dessine pour les années à venir. Alors, d'abord, côté distribution, c'est un fort enrichissement de l'offre en ligne et en magasin. De nombreux fabricants et de nombreux distributeurs proposent désormais aux consommateurs une offre digitale de produits et des services très enrichis en ligne et en magasin. Renforcement de l'offre, amélioration de services, de retrait, de livraison. Les enseignes de la distribution d'ameublement ont renforcé significativement leur offre de produits, de façon à répondre aux attentes des consommateurs dans ces périodes. But, par exemple, avec sa nouvelle place de marché lancée fin 2019, a déjà ajouté 300 000 références à son offre initiale. De la même façon, toujours pour cette même enseigne, logistique renforcée avec click and collect sécurisé, systématisation des prises de rendez-vous, que ce soit pour le retrait et la livraison, multiplication des points de retrait. But envisage la création de 150 nouveaux points de retrait en 2021, avec pour objectif de proposer aux consommateurs un point de retrait à moins de 20 minutes de son domicile.
Cette évolution n'est pas l'apanage des grandes enseignes. Les enseignes plus traditionnelles, je citerai Story par exemple, ont aussi renforcé leur offre en ligne en ajoutant à leur site vitrine des plateformes d'e-commerce et du click and collect. Les pure players, de leur côté, ont aussi tiré leur épingle du jeu, plus pour certains que d'autres. Je citerai l'exemple de Camif qui a connu une très forte augmentation de son chiffre d'affaires en proposant une offre locale et durable, répondant aux attentes de consommateurs exigeants voulant consommer responsable. Côté fabricant, Philippe, le même phénomène? Oui, à l'heure où les magasins étaient fermés, les fabricants, notamment tous ceux qui ont des marques, ont vu arriver un flux de visiteurs beaucoup plus important sur leur site web. Et ceux qui vendaient déjà en ligne en ont profité pour enrichir leur contenu, ce qui leur a permis d'augmenter eux-mêmes leur chiffre d'affaires e-commerce. C'est le cas par exemple de l'Afuma Mobilier, qui a connu pendant l'année 2020 une croissance de plus de 600%, donc a multiplié par 6 son chiffre d'affaires e-commerce. Pour donner un tout autre exemple, dans de nouvelles marques qui émergent, ce qu'on appelle les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, on a l'exemple de Mobibam, qui fait des bibliothèques sur mesure et qui, dans la période, a évidemment connu un développement très fort de son activité et a notamment permis de la compléter, de l'agrémenter par des rendez-vous en ligne avec ses clients sur son site web. Évidemment, je veux revenir sur l'opération Meublez-vous français. Opération qui a eu la particularité d'associer à nouveau fabricants et distributeurs et qui a été relayée par plus d'une cinquantaine d'enseignes et qui a touché, on estime, plus de 10 millions de consommateurs, puisqu'évidemment, ça répondait aux attentes RSE très fortes de nos concitoyens, l'envie de consommer sur un circuit court, comme l'a indiqué Guénel tout à l'heure. Et la vidéo que nous avions produite à cet effet, qui dure plus de 30 secondes, a été visionnée plus de 7 millions de fois. Donc, ce qui montre qu'il y a un réel intérêt pour ce type de démarche. Merci Philippe. Alors, on a parlé de l'offre qui s'est enrichie et qui était accessible en ligne encore plus facilement, mais il s'est passé des choses dans le parcours client également. Dans le rapport client, effectivement, de grandes évolutions avec l'appropriation des moyens de visio-réunion et donc qui a permis des rendez-vous sur mesure. L'accompagnement du client dans son projet en amont des visites en magasin. Alors, il existait déjà, et cela se développe encore, des configurateurs. Mais là, il s'agit d'un véritable nouveau service qui est un service de réunion entre le concepteur-vendeur et le consommateur en amont de son achat, avec des rendez-vous personnalisés en visio. Alors, ça se développe. On prend les exemples, par exemple, de Schmitt, de Mobalpa, des rendez-vous shopping de Ligne Rosée. C'est un plus pour les consommateurs d'abord, parce que cette proposition répond à une attente forte de leur part de préparer leur achat futur, leur projet en amont de leur visite en magasin. Ainsi, par exemple, Mobalpa a constaté une augmentation en avril-mai 2020 de plus de 70% des rendez-vous en ligne par rapport à l'année précédente. C'est une attente des consommateurs qui préparent leur réaménagement. C'est aussi un gain pour les entreprises parce que ça donne plus de flexibilité et également un gain de temps. Le consommateur est chez lui et a accès encore plus facilement à la prise de mesure, aux documents qui sont nécessaires à son projet. Et puis, bien sûr, sur place, il s'imagine plus facilement le projet en place. Alors, autre développement à constater aussi, c'est celui des showrooms virtuels. On a vu le développement de nombreuses enseignes de showrooms virtuels qui permet aux consommateurs une visite immersive en magasin. Et là aussi, ça permet aux consommateurs de s'approprier l'offre du magasin
avant de rendre visite dans le magasin en question, et puis depuis son canapé. Là où le site de e-commerce est parfois statique, les showrooms virtuels sont créateurs d'expériences avec des visites virtualisées très complètes. Par exemple, j'ai l'exemple des canapés du Vivier qui proposent une visite virtuelle où tous les produits sont cliquables et permettent d'accéder à la fiche produit et avec tous les éléments nécessaires. Le client, on le voit bien, souhaite à son gré passer de l'univers virtuel au réel et inversement. Les vendeurs eux-mêmes sont mieux formés. Les périodes de confinement ont permis de parfaire la formation des vendeurs et également de les équiper. Des investissements importants ont eu lieu pour permettre à la majorité des vendeurs d'avoir une tablette, outil indispensable pour la relation à distance. Montée en puissance également du social commerce, qui était encore assez peu développé dans notre secteur d'activité. Les enseignes ont développé leur présence sur les réseaux sociaux, ont travaillé leur e-réputation, ont également développé la vente via les réseaux sociaux, ont développé les nouveaux formats de contenu vidéo et enfin se sont alliés plus qu'auparavant à des influenceurs. Les contenus sont de plus en plus engagés en faveur de l'impact social et environnemental des produits, en réponse à des communautés, on le sait, sur les réseaux sociaux qui sont exigeantes et engagées. En B2B, alors en B2B aussi, les pratiques digitales se sont multipliées. Vous voyez que c'est vraiment tous azimuts, comme l'a très bien illustré Patrick. En B2B, il fallait également réinventer la relation avec entre fabricants et distributeurs notamment, alors qu'on ne pouvait plus voyager, que les salons physiques n'existaient plus. Et donc, de nombreuses initiatives ont vu le jour et fonctionnent aujourd'hui. C'est le cas des salons digitales, hein, avec un premier exemple qui est celui de Maisons et Objets, où un collectif regroupé sous la bannière de My Furniture is French, c'était le clin d'œil à nos visiteurs internationaux, est présent sur la plateforme MOM, la plateforme digitale de MOM, avec sur ce premier trimestre 8 temps forts. Un autre exemple au niveau de ce qui a pu être testé et mis en œuvre sous forme de stand virtuel, c'est le cas du colorarium de Fermob, qui permet à ses clients de faire une visite immersive qui mélange de la vidéo avec de vrais acteurs, des vraies personnes dans un environnement, mais dans lequel on peut également faire évoluer les produits, en changer la couleur ou cliquer sur les produits et avoir tout un contenu technique. Sur les nouveaux formats permettant de se rencontrer à distance, deux exemples. Au niveau des webinaires que l'on a tous appris à multiplier cette année, nous avons organisé un séminaire sur le thème recevoir à la française, donc magnifique thème, qui a permis de réunir des fabricants, des architectes et des hôteliers pour partager les réflexions, les bonnes pratiques et enrichir le sujet. Et pour finir, un exemple au niveau de l'atelier Maison Charles, qui donc ne pouvait pas rencontrer ses clients américains, mais a réussi à mettre en œuvre une visite en live de ces ateliers qui a été particulièrement appréciée. Donc, voici quelques exemples, mais cette accélération de la digitalisation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire avec une vitesse et une quantité d'innovation que nous n'avions absolument pas rencontré jusque-là. Alors, merci pour ces éclairages. C'est vrai qu'on peut dire que l'année 2020 a été une année où fabricants comme distributeurs ont été très agiles et ont grandi en maturité sur le sujet digital. 2021 va confirmer tous ces mouvements, tout ce qui a été acquis va être capitalisé. Et donc, on a encore de belles perspectives devant nous. Je vous propose maintenant de passer, si cela vous convient, à la
séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas soit à les poser via le chat, soit à lever la main. Et je vais prendre ma petite tablette pour pouvoir regarder les questions qui arrivent. Alors, peut-être une première question que je vais adresser à Philippe Moreau. On a parlé du mobilier domestique, mais comment se porte le mobilier professionnel? Alors, nous avons parlé du rebond du mobilier domestique depuis la sortie du premier confinement, rebond très vigoureux. Malheureusement, pour le mobilier professionnel, ça a été plus difficile. C'est différent selon les secteurs, mais vous pouvez imaginer que dans le secteur de la fourniture de mobilier pour l'hôtellerie, par exemple, la période est particulièrement difficile. C'est le cas également de la fourniture d'équipements de bureaux professionnels. Mais néanmoins, ce sont des secteurs qui actuellement connaissent des réflexions sur les innovations apportées qui sont très dynamiques, puisque nous imaginons que lorsque le tourisme reprendra, les hôtels, évidemment, les hôtels rouvriront, certains sont encore ouverts, mais surtout devront rouvrir avec de nouveaux concepts, devront se réaménager, parce qu'entre-temps, nos concitoyens auront modifié leurs souhaits, leurs envies, auront envie d'expériences nouvelles. Et donc, on s'attend à ce que des projets voient le jour. Par contre, la temporalité n'est pas la même que sur le mobilier domestique et on s'attend plutôt à un rebond à partir de la deuxième moitié de 2021 et 2022. Dans l'univers du bureau, là, la question est encore différente puisque d'une part, les entreprises se réorganisent autour du télétravail. Alors, télétravail qui sera peut-être moins important lorsque nous serons sortis de cette période Covid, mais il n'empêche que le télétravail aura acquis une place plus importante. Donc, la superficie des bureaux évoluera probablement, leur géométrie, leur façon de s'organiser, et cela fera probablement appel à un mobilier adapté. Et puis, pour finir sur le mobilier de bureau, les fabricants de mobilier de bureau se sont également très rapidement adaptés aux besoins du télétravail, parce que le bureau qu'on a besoin d'installer à la maison n'est pas tout à fait le même que celui qu'on peut avoir sur un open space dans un univers de bureau professionnel. Et son design et ses dimensions, son design, ses fonctionnalités doivent être adaptés à l'usage à la maison. Et donc, un certain nombre de fabricants de l'univers du bureau et de distributeurs également se sont adaptés à ce nouveau besoin de bureau à domicile. Alors, les questions arrivent très nombreuses. Une question sur le Made in France. Quel est le chiffre d'affaires 2020 en valeur de la production française de meubles par rapport à 2019? Et est-il possible d'avoir un focus plus précis sur les fabricants français de cuisine? Oh, ça, Cathy, c'est pour toi, c'est toi Alors, c'est l'experte. une question pour moi. Je n'ai pas encore fait le focus sur la production française en 2020 dans la part de marché. Il faut qu'on le fasse. Donc, je ne sais pas encore vous répondre aujourd'hui, mais on espère qu'elle a progressé. On fera un point là-dessus. À moins que Christophe, toi, tu aies des infos, mais je n'ai pas sorti les chiffres moi encore là-dessus. Donc, voilà. Mais on reviendra vers vous, Julien, sur cette question et notamment sur la cuisine, qui est historiquement un marché sur lequel la production française est très, très forte. Et puis, on va prendre également peut-être une question de Magali Picard. Et vous avez dit que 60 magasins étaient fermés. Sur combien au total et quelle est la tendance des ventes sur janvier et février? Oui, alors aujourd'hui, ils sont fermés en raison des effets de seuil réglementaires, 20 000 m², 10 000 m² ou 5 000 m² selon les départements. La quasi-totalité des magasins Ikea, qui est le premier acteur du marché, 2 magasins Linéa et une petite dizaine de magasins But et une petite dizaine de magasins Conforama. On va dire qu'il y a une soixantaine de magasins aujourd'hui fermés sur un total de plus de 4 000 magasins en France. Mais il n'empêche que ce sont les plus gros magasins et les plus gros acteurs. Cela a un impact mécanique sur le chiffre d'affaires,
évidemment, même si, et c'est un bon exemple du grand bond digital, du grand bond en avant digital effectué par la profession depuis un an. Et vous avez remarqué que IKEA avait annoncé la semaine dernière qu'il réalisait sur le mois qui vient de s'écouler, alors que ses magasins étaient fermés, à peu près la moitié de son chiffre d'affaires en ligne. Ça reste quand même qu'une moitié. C'est déjà très bien, mais ça n'est qu'une moitié par rapport au total. Donc voilà un petit peu la quantification des mesures réglementaires actuelles en termes de fermeture de magasins. Et sur la conjoncture, Cathy, on peut voir que sur cette conjoncture des premiers mois, janvier, on est sur une croissance qui est à 6%, janvier 2021 par rapport à janvier 2020. Mais comme l'année 2020 est une année compliquée, maintenant, on va aussi vous annoncer tous les mois une évolution 2021 par rapport à 2019. Et on est sur une croissance de 10% par rapport à janvier 2019. Donc le trend est bon et les échos sur le mois de février et début mars sont toujours positifs malgré la fermeture d'acteurs majeurs. Alors, une question qui nous arrive, on voit que certains ont un peu d'historique. On voit l'épargne des ménages qui augmente fortement depuis la période de confinement. La filière ameublement a défendu la mobilisation du PEL. Où est-ce qu'on en est, Patrick? Eh bien, je crois qu'effectivement, il faut revenir sur ce sujet. Les Français ont montré leur attachement fort à leur intérieur et à leur confort. À l'heure de la relance, alors qu'effectivement l'épargne n'a jamais été aussi importante, il faut répondre à cet attachement en ouvrant le plan d'épargne logement, non seulement à l'acquisition du logement, mais à l'équipement du logement. Je pense que c'est une mesure qui répondra aux attentes des consommateurs en servant l'activité à la fois des artisans et des commerçants qui travaillent à l'amélioration de l'habitat. Merci. Une question qui va creuser le sujet de la part des ventes de meubles en ligne. Donc, je pense qu'on va l'adresser à Christophe, cette question. Pensez-vous que cette part est encore une marge importante de progression? Donc, quelle est aujourd'hui la part des ventes de meubles en ligne et est-ce qu'il y a encore de la marge de progression? Il y a toujours de la marge puisque les deux fédérations ont bien montré qu'il y avait une accélération de la digitalisation du secteur. On a vu aussi que on a la chance en France d'avoir des startups extrêmement dynamiques pour accompagner les professionnels dans cette digitalisation, puisque en 2020 se sont pliés en quatre et ont fait des actions exceptionnelles, des sociétés comme Innersense, The Full Room, Rinov, qui permettent aux consommateurs de se projeter dans un monde réel et irréel pour voir ce que donnerait leur projet. Donc le e-commerce aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est 1 milliard en pure player, c'est à peu près 1 milliard en vente à distance de la distribution physique. Donc pour l'instant, ça pèse 2 milliards sur 12 milliards 7. Et il est clair que tous les efforts de digitalisation vont accélérer cette dynamique de la vente à distance, puisqu'on peut réellement accompagner des projets et pas simplement vendre des solutions simples. Oui, Philippe? Oui, et puis si je peux me permettre, Christophe, moi ce que j'ai envie de rajouter, c'est que la vente de meubles online, e-commerce, ça fait un peu plus de 10 ans que ça existe maintenant, et je crois que ça devient finalement presque, c'est en train de devenir un non-sens d'opposer e-commerce par rapport à vente en magasin physique, puisque le parcours digital, le parcours d'achat quel qu'il soit, comporte une part de digital aujourd'hui. Et je crois que si 2020 a changé quelque chose, c'est que tous nos concitoyens, les plus anciens y compris, hein, ont vécu avec un smartphone dans la main, avec une tablette, avec un écran, quel qu'il soit, et se sont aperçus que voilà, c'est rentré dans leur vie à tous. Hein. Donc, je crois que maintenant, c'est 100% des Français et que l'avenir est évidemment au parcours d'achat multicanal qui associe le digital et la vente physique dans des magasins où on peut voir et toucher et essayer et avoir un contact humain avec des commerciaux de mieux en mieux formés, comme le disait Guénaël. Et un des points très importants sur ce e-commerce, c'est que ça demande de la part des acteurs, fabricants et distributeurs, des investissements importants parce que toutes les bibliothèques d'objets, meubles et déco doivent être vectorisées. Et donc là, c'est un investissement majeur et c'est dans une logique de filière. Puisque si on veut présenter un environnement
comment dire, digital, il faut que tous les produits soient vectorisés. Et la qualité là, la mise en scène, hein, rappelez-vous qu'il y a quelques mois, on a appris que le catalogue d'un des leaders du marché, le leader mondial, était totalement une maquette digitale et qu'il n'y avait aucune photo qui était réelle. Donc là, il y a un investissement qui est crucial pour toute une profession. Ouais, et c'est un domaine, tu m'y fais penser, qui évidemment nécessite que les fabricants et les distributeurs travaillent ensemble. Tu parlais des images, des contenus, des descriptifs produits, mais au-delà de cet aspect technique, il y a également une demande de ce qu'on appelle en bon français le storytelling. Hein. On a parlé du meublez-vous français, du circuit court, et pour ça, je pense que les distributeurs et les fabricants ont à travailler ensemble. Alors, les questions sont nombreuses, mais on va alterner entre celles que j'ai écrites sur la tablette et puis je vais donner la parole, je crois, à Julien Sol, qui a une question à nous poser à l'oral. Voilà. Si je peux avoir la technique. Julien, c'est à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, parfaitement, Julien. Oui, alors désolé, j'ai dû faire une mauvaise manipulation. Ma question concernait la production française, mais vous me donnerez les chiffres plus tard. Donc, je vais réfléchir, j'en aurai d'autres, mais c'était celle-ci en l'occurrence. Désolé. D'accord, très bien. Bon, eh ben, ça nous a fait plaisir de vous entendre. N'hésitez pas à poser vos Merci. questions aussi en levant la main. On va prendre une question peut-être qui est un peu complémentaire de celle qu'on a eue tout à l'heure sur les centres commerciaux de plus de 10 000 m² qui sont fermés. Quel impact cela a-t-il sur les magasins de meubles en dehors d'IKEA qui a dû fermer tous les magasins, presque tous ces magasins? Oui, et quelques autres. Alors, d'abord, il faut dire que cette situation est quand même préjudiciable, certes à l'ameublement, mais inique en même temps, pour 3 raisons. La première, c'est que les magasins de meubles sont des magasins isolés, non enchâssés dans des centres commerciaux. Et donc, ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques que des magasins et des boutiques qui le seraient. La deuxième, c'est que sont prises en compte pour la détermination de ces seuils, en exprimant surface de fermeture, les entrepôts. Or, les entrepôts ne sont jamais accessibles au public. On ne voit pas quelle est l'incidence d'un entrepôt inaccessible au public en matière sanitaire. Et puis, la troisième, effectivement, c'est qu'ils sont dotés d'une fréquentation en magasin qui est sans commune mesure avec les fréquentations de la distribution alimentaire, par exemple. La fréquentation des magasins se fait sur des surfaces beaucoup plus importantes et avec une population à l'instant T beaucoup moins élevée. Voilà, bon. Ceci étant, ils payent un lourd tribut comme les autres, variable selon les enseignes. Ce qu'il faut considérer, c'est que la situation n'est pas stabilisée. Et c'est-à-dire que d'une semaine sur l'autre, en fonction des décisions gouvernementales, ces seuils, en fonction de l'extension à un certain nombre de départements des règles sanitaires différentes, peuvent se réduire et le nombre de magasins passés avec fermeture s'élever. Donc, on n'a pas encore l'effet chiffré, puisque les premières fermetures des plus de 20 000 m² datent de toute fin janvier. Hein. On aura les premiers effets avec les résultats de février qui devraient tomber dans quelques jours, j'imagine. Voilà. Là, on aura une première mesure, mais l'effet de compensation par le digital ne pourra être que partiel. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les effets sur l'emploi ne vont pas tarder à se faire sentir, forcément. Merci Jean-Charles. Une question sur les problèmes d'approvisionnement que Philippe a évoqué tout à l'heure. Dans quel secteur se concentre-t-il? Est-ce que ça a limité le rebond en 2020? Est-ce que ça a un impact sur 2021? Alors, cette question de tension sur les matières premières, ça touche quasiment toutes les matières. Ça touche l'approvisionnement de panneaux en bois, ça touche l'approvisionnement du polyol, des composants chimiques qui servent à faire les mousses pour les matelas. Ça touche l'acier. Ça touche des composants qui ne sont fabriqués qu'en Asie et qui viennent en conteneurs. Donc, c'est très général. On a eu très peur en début d'année de pénuries qui pouvaient stopper les usines.
À ma connaissance, c'est compliqué, mais ça n'est pas trop le cas. Les usines peuvent continuer de tourner. Simplement, ça nous oblige à passer des approvisionnements sur 3 ou 4 mois. C'est-à-dire qu'on passe des commandes d'approvisionnement pour le mois de juin. Donc, ça ne donne pas une flexibilité extraordinaire, mais ça a obligé tous les industriels à prendre un certain nombre de précautions. Et puis, l'autre aspect, c'est que cette tension sur les matières premières se traduit également par des hausses de prix. En général, pénurie ou allongement des délais, ça s'accompagne de hausses de prix. Et certaines de ces hausses sont très significatives. Alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas si ça durera toujours ou si ça va durer 6 mois, 9 mois. Mais en tout cas, c'est la situation sans réelle rupture d'approvisionnement totale jusqu'à maintenant. Merci. Peut-être, alors je vais mixer 2 questions qui sont arrivées. Une question sur est-ce qu'on a déjà observé sur les dernières années des ambitions aussi marquées de montée en gamme de la part du consommateur? Et si oui, quelles en sont les explications? Et est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est juste un sursaut en 2020? Et puis je vais la coupler avec une autre question, ça va être pour toi Christophe aussi. On a parlé de hausse de budget en 2020. De combien et sur quelle famille? Voilà, j'allais dire, les 2 questions sont un peu liées. Donc, ce phénomène d'augmentation du panier moyen d'une manière assez importante sur toutes les familles de produits, c'est quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'on a vraiment là une dynamique qui est forte, qui est liée au fait que le déclencheur d'achat n'est pas le déménagement, le déclencheur d'achat est le fait de vivre chez soi et de vouloir réaménager, améliorer le confort et la fonctionnalité de son logement. Donc, c'est une analyse plus aboutie de l'aménagement de son logement et de son achat de meubles. Quand on regarde sur le meublant, le budget moyen, il a quand même augmenté de 14% dans l'année. Donc, c'est quand même spectaculaire. Sur le rembourré, il a augmenté de 8% et sur la cuisine, il a augmenté de 4%. Donc, on voit bien que le meublant, qui est la plus grosse partie de notre marché du meuble, depuis une trentaine d'années, allait de plus en plus dans une logique de fonction. L'essentiel, c'était la fonction, mais une fonction relativement simple. Pendant une quinzaine d'années, il y a eu une tendance stylistique dans le meublant, mais qui, pour pas mal de produits, oubliait cette logique de fonction. Et là, on est en train d'associer les deux, fonction et esthétique, avec donc une création de valeur très forte pour le consommateur. Un des succès importants de l'année 2020, c'est par exemple la table avec allonge, quel que soit le style, et accompagnée des chaises, parce qu'on a vu une explosion assez spectaculaire des ventes de chaises, y compris bien entendu de chaises de bureau, mais pour mettre à la maison, avec pas mal de ruptures de stock sur ce type de famille de produits. Et puis pour compléter, peut-être une question sur cette montée en gamme, est-ce qu'elle concerne aussi le secteur de la literie? Alors, la montée en gamme concerne bien entendu aussi le secteur de la literie et pas uniquement sur je monte en gamme en passant à une literie plus grande. En fin de compte, la literie, la France est un marché spécifique sur le 140 et on voit bien que ce soit en 140, que ce soit en 160 et plus, la montée en gamme est réelle avec bien entendu une montée en gamme sur le sommier, sur le matelas, sur le surmatelas et sur le linge de lit. Et donc, le consommateur cherche du confort et l'ensemble de la profession l'a déjà largement accompagné en 2020 et les perspectives 2021 sont, comment dire, bien orientées. Je vous propose qu'on prenne une question en direct. Alors, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises puisque le nom qui s'affiche c'est Bertrand, mais je pense que c'est Philippe Bertrand des Échos, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bonjour, bonjour madame, bonjour messieurs. J'avais une question traditionnelle. Je sais que vous ne répondez plus tellement précisément à cette question, mais je voulais savoir comment avaient évolué les parts de marché des enseignes pendant cette année si particulière. C'est une bonne question, Philippe. Les parts de marché des différents acteurs, comme vous le savez, il y a eu une réorganisation courant de l'année 2020 dans les acteurs de la grande distribution, puisqu'il y a eu la création de l'alliance avec les enseignes Conforama et But. Conforama arrivant au terme, comment dire, de nombreuses péripéties, pourra-t-on dire gentiment. Et du coup, là, on a la recomposition donc d'une dynamique sur du moyen long terme, parce que c'est dans un projet qui n'est pas un projet de court terme, c'est un projet de long terme.
Donc, il y a une consolidation de parts de marché avec 2 acteurs, mais les 2 enseignes restent clairement séparées. Et on a un acteur comme Ikea qui a réagi extrêmement vite à la vente en ligne et donc à mettre à disposition du consommateur des produits, mais qui a aussi été touché, comme le disait Jean-Charles Voglet, même si on fait tous les efforts pour vendre plus en ligne, on n'arrive pas à rattraper la totalité du chiffre d'affaires et donc 3 mois de fermeture de magasins. C'est pour ça que dans les résultats que vous voyez sur la grande distribution qui reprend Ikea, Confobut, Maison du Monde, Alinéa, eh bien, on a une baisse de 10 points parce que 3 mois de fermeture plus des ruptures aussi de stock font une baisse. Concernant la part de marché de chaque acteur, comme chaque année, si on les souhaite, on peut les demander au président des enseignes respectives puisque nous leur avons fourni. Merci Christophe. Est-ce que ça… On va compléter, je pense, ta réponse par une autre question. Et ça sera la dernière d'ailleurs qu'on a de Marie Bartnick du Figaro, qui concerne cette concentration des enseignes, notamment sur le rachat de Conforama par But. Quel a été l'impact de cette opération au niveau de la concurrence du marché de la distribution? Tu y as en partie répondu. Et il y avait une question complémentaire, quel est l'impact pour les fabricants? Donc là, je vais adresser la question à Philippe. Alors, évidemment, c'était une question très importante, mais déjà depuis quelques années, Christophe l'a rappelé, Conforama avait connu quelques péripéties. Le premier élément de la réponse, c'est que pour les fabricants, il était important que Conforama trouve une solution industrielle. Alors, ce qu'on appelle une solution industrielle, donc une solution long terme qui lui donne de l'avenir. Et le projet de Mobilux, donc, qui est l'actionnaire de But et qui monte cette alliance, le projet est vraiment un projet long terme. Donc ça, c'est une première bonne chose, garantie pour les fabricants d'être payés et puis de pérennité de ce distributeur français. Et puis le deuxième aspect, donc nous avons beaucoup échangé avec les dirigeants de l'Alliance au cours de l'année et en ce début d'année 2021. Ce qui est important, c'est leur volonté de conserver 2 enseignes indépendantes qui vivent chacune leur vie avec un positionnement différent. Et puis surtout, et le plus important pour nous, et je crois que c'est important pour nous tous, c'est que cette alliance souhaite favoriser le circuit court et la fabrication française. Donc, nous a suivis notamment dans notre campagne Meublez-vous français, hein, aussi bien au niveau de l'enseigne But que de l'enseigne Conforama. Et je pense que le succès de l'Alliance, comme le succès des fabricants français, passe par un travail en bonne intelligence qui a commencé et qui devrait se poursuivre. Merci. Je crois qu'on est arrivé à l'issue de cette conférence de presse puisque vous avez promis de tenir dans l'heure et nous y sommes. Merci à tous pour votre participation à distance. Pour quelques petites questions logistiques qui nous ont été posées, il y aura le replay disponible dans quelques jours pour ceux qui le souhaitent et le dossier de presse sera envoyé à tous à l'issue immédiate de la conférence de presse. Voilà, merci à tous. On espère vous retrouver pour ce rendez-vous annuel l'année prochaine autour d'un vrai petit déjeuner avec un bon café. Et on vous souhaite une très, très belle journée. On reste à votre disposition pour toutes les questions complémentaires que vous pourriez avoir. Merci.